Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Équilibre, votre magazine sur l'environnement. Ce mois-ci, nous aborderons le thème de la transition énergétique. Aujourd'hui, les énergies fossiles représentent 70% de notre consommation d'énergie, le nucléaire 75% de notre consommation d'électricité. Ces énergies sont très polluantes et coûteront très cher à l'avenir. Afin de préserver l'environnement et notre porte-monnaie, nous devons changer nos habitudes. Pour en parler, nous partirons à Manille-les-Hameaux rencontrer Antoine Désir qui a rénové son pavillon pour en faire une maison très basse consommation. Nous irons ensuite à la maison de l'environnement de Saint-Quentin avec Franck Sentier, directeur de l'ALEC, afin de connaître les conseils à suivre pour rénover écologiquement son habitat. Mais tout de suite, rendez-vous à Paris avec Bernard Laponche, expert en maîtrise de l'énergie. Interview. Monsieur Laponche, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici à Paris. Première question, la transition énergétique, est-ce que c'est une idée écologiste ou aujourd'hui c'est véritablement indispensable? Écoutez, c'est une obligation mondiale. Et la plupart des États l'ont compris. Alors que ce soit une idée écologiste, oui, mais c'est une idée qui s'impose pour des raisons de protection de l'environnement et des raisons économiques. La consommation d'énergie ne cesse d'augmenter au niveau mondial. Elle repose beaucoup sur des combustibles, des énergies de stock, c'est-à-dire les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz et l'uranium, qui ont des ressources limitées. Le prix du pétrole augmente sans cesse et donc il y a une pression économique que l'on ressent au niveau de la facture, les coûts de l'énergie pour les ménages. Et en plus, la population mondiale augmente et donc on ne peut pas tenir à ce rythme. On sait très bien ce qu'il faut faire, que ce soit dans les bâtiments, dans l'industrie, dans les transports. On en fait un peu, donc c'est pas rien, mais on pourrait en faire beaucoup plus. Et ce beaucoup plus est nécessaire parce que vous ne pouvez pas supporter une économie qui continue à dépenser tellement pour son énergie, en particulier en importation. Le nucléaire aujourd'hui, peut-on vraiment s'en passer, monsieur Laponche? Alors au niveau mondial, le nucléaire représente très peu. Il représente 10% de la production d'électricité, ce qui n'est pas grand-chose, et qui est peu connu, à comparer à 20% pour les énergies renouvelables. Donc déjà, si vous voulez, il y a la possibilité, on voit bien qu'il y a la possibilité globalement de remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables et par les économies d'électricité. Pour la France, c'est plus compliqué parce que 75% de la production d'électricité vient du nucléaire, mais sur une durée d'une vingtaine d'années, ça peut se faire. Mais ça peut se faire à condition, d'une part, de reconnaître que cette utilisation de l'énergie nucléaire est extrêmement dangereuse à cause du risque d'accident, puisqu'on a vu déjà Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, donc on ne peut plus dire que ce n'est pas possible. Et donc, faut-il garder cette technique alors qu'elle est si dangereuse, tout ça pour produire de l'électricité, alors qu'on peut produire de l'électricité avec bien d'autres choses. Et deuxièmement, il y a la question des déchets radioactifs. Ils sont dangereux pendant des centaines et des milliers d'années. On ne peut pas, actuellement, on n'a pas de moyens de les transformer, et leur stockage pose forcément des problèmes, quelle que soit la solution qu'on cherche. Vous, en tant qu'expert en maîtrise de l'énergie, en quel type d'énergie renouvelable vous croyez pour demain? Écoutez, il y en a plusieurs, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs et elles se complètent entre elles. Donc pour la production d'électricité, l'hydraulique est déjà importante en France, peut-être qu'on peut augmenter un peu, et ça c'est vraiment déjà un avantage qui est acquis, qui permet d'ailleurs de compenser des variations des autres. Il y a l'éolien terrestre est actuellement moins cher que le nouveau nucléaire, donc il faudrait développer sérieusement l'éolien terrestre, en particulier par des financements citoyens, enfin des méthodes qui font que les gens sont impliqués dans la mise en place des éoliennes. Il y a le photovoltaïque qui est très intéressant puisque vous produisez directement de l'électricité, donc sans aucune transformation. Et là aussi, on a un retard considérable, et donc il faut qu'il y ait des efforts, y compris du point de vue financement, pour développer le photovoltaïque. Et puis il y a la biomasse,
qui est le bois, les déchets, etc., qui est surtout intéressante pour la production de chaleur, et en particulier pour remplacer autant que possible le chauffage électrique, qui est une aberration à tout point de vue, énergétique, financier, etc. Et donc vous avez et la géothermie, en particulier dans le bassin parisien, qui est pas mal utilisée, mais qui pourrait être développée également pour la chaleur. La France est pratiquement le pays le plus riche en énergie renouvelable en Europe, puisqu'on a à la fois on a toutes ces énergies que j'ai citées, en grande quantité, et il y a même maintenant des choses qui démarrent dans les énergies marines, c'est-à-dire les courants marins et les vagues. Pour vous, c'est véritablement la clé, l'économie d'énergie? Économie d'énergie et économie d'électricité. On gaspille l'électricité dans les bâtiments, que ce soit au niveau de l'éclairage et surtout de ce qu'on appelle les usages spécifiques, c'est-à-dire l'éclairage, l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique. On consomme beaucoup trop et là, on a un potentiel d'économie d'énergie, d'électricité considérable. Et c'est la clé pour vraiment débloquer la situation et se mettre franchement sur la transition énergétique. Si la France est à la traîne, ben, elle perdra énormément, à la fois sur le plan environnemental et sur le plan économique. Et donc le problème, c'est de prendre les décisions et de donner les moyens de se mettre vraiment sur cette trajectoire. La trajectoire est plus ou moins tracée, mais les moyens ne sont pas clairs. Il n'y a rien de pire, si vous voulez, d'annoncer des objectifs et de ne pas dire, bon, mais par rapport à tel objectif, voilà les moyens qui sont mis en place et on démarre. Et là, ça traîne et c'est très dommage. Pas du tout pour des raisons intellectuelles, mais c'est très dommage à la fois pour l'environnement et pour les consommateurs. Merci beaucoup, Monsieur Laponche, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous venons de le voir avec Monsieur Laponche, l'énergie de demain coûtera cher. Certains l'ont bien compris et n'hésitent pas à rénover leurs habitats afin d'éviter de futures factures énergétiques salées et de préserver l'environnement. Malgré tout, cela reste onéreux. Reportage. Antoine Désir habite à Magny-les-Hameaux. En 3 ans, il a transformé son simple pavillon de banlieue en maison passive, aussi appelée maison sans chauffage. Le principe d'une maison passive, c'est qu'on profite des apports du soleil et des apports internes, par exemple, des habitants, pour chauffer la maison. Et donc pour ça, le principe, c'est de ne pas perdre de chaleur à travers les murs, par exemple. Et donc il faut beaucoup l'isoler. Et chez Antoine Désir, tout a été rénové pour devenir passif. L'isolation extérieure est assurée avec des blocs de 50 cm de polystyrène graphité collés au mur. Au sous-sol, c'est du polyuréthane qui recouvre le plafond et une partie des murs. Les fenêtres sont en triple vitrage et permettent une grande étanchéité à l'air. Pour le toit, c'est plus écologique dans le choix des matériaux, ouate de cellulose et fibres de bois. Aujourd'hui, il fait 8 degrés dehors, il fait 22 degrés dedans, et il n'y a pas de chauffage. Chauffage qui, de toute façon, est d'une puissance très faible dans une maison comme ça. Dans le détail, on utilise les sèche-serviettes des salles de bain pour chauffer la maison. Antoine Désir ne s'est pas arrêté à l'isolation. 40 tubes solaires sont installés sur le toit pour chauffer l'eau. Des panneaux photovoltaïques servent à l'autoconsommation d'électricité. Le clou de sa rénovation, c'est son système de ventilation double flux qui récupère toute la chaleur intérieure de la maison. Cette chaleur est conservée, mélangée à l'air qui vient de l'extérieur et renvoyée dans la maison qui est donc chauffée gratuitement. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que la maison à la base est une maison très conventionnelle. Donc ça peut concerner un peu tout le monde qui a un pavillon. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'avait quasiment aucun projet de ce type-là, ni écologique, ni passif, ni BBC. Et aujourd'hui, on a sur le territoire du parc naturel régional, qui représente 51 communes, de nombreux projets qui sont réalisés ou qui sont en train d'émerger. Ce type de construction permet à long terme des économies. Antoine Désir a vu sa facture d'électricité de 2 500 € par an divisée par 5. Mais cela reste une histoire de passion écologique. Pour sa maison, le Magnicois a déboursé pas moins de 250 000 €, crédit d'impôt inclus. Monsieur Chantier, bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Maison de l'Environnement. On vient de voir un sujet sur une maison passive qui a été rénovée à Magny-les-Hameaux, chez Monsieur Désir. Alors justement, pour rénover sa maison, quelles sont aujourd'hui les dispositions à prendre et surtout les pièges à éviter ? Alors, les pièges à éviter, la première chose, c'est pour pouvoir, quand on veut rénover sa maison, c'est d'avoir une vision globale des travaux qu'il faudrait réaliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se ruer sur le premier professionnel qui passe et qui vous dit qu'il faut changer les fenêtres ou il faut isoler ses murs. Il va certainement vous donner des bons arguments qui seront très certainement vrais,
La seule chose, c'est ce qui est important, c'est de savoir par où commencer. En fait, il faut prioriser ces travaux, puisqu'on sait qu'en fonction de la configuration du logement, il est préférable de commencer par isoler la toiture ou les murs ou changer ses fenêtres. Ça dépend vraiment de la configuration du logement. Donc, il est important d'avoir un conseil global de façon à pouvoir effectivement choisir et prioriser les travaux. On passe au financement. Aujourd'hui, y a-t-il des aides financières, des crédits d'impôt pour les gens qui veulent passer à la maison verte? Alors oui, effectivement, hein, il y a des aides. Alors, il y a certaines aides qui existent déjà depuis un certain temps, comme le crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt qui encourage en fait des rénovations assez lourdes, c'est-à-dire où on fait vraiment des économies d'énergie de façon assez importante. Il y a l'éco-prêt à taux zéro également, hein, qui pareil donc permet d'avoir du financement pour ces travaux-là. Il y a également une nouvelle aide qui vient d'arriver qui vient de sortir, hein, donc c'est une aide de 1 350 €. Et qui est en fait sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'en fonction de son revenu, on peut bénéficier ou pas de cette aide. Et puis également, sous condition de ressources, il y a un grand programme qui a été lancé depuis quelques temps et qui est en train de se mettre en place. Les conditions ont changé récemment pour pouvoir toucher plus de personnes. C'est ce qu'on appelle le programme Habiter mieux, hein, et donc qui permet effectivement d'avoir un niveau de subvention là très important. Ça peut monter jusqu'à 80% de subvention. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est sous conditions de ressources également, sachant que les plafonds actuels font qu'environ 60% en matière des personnes pourraient bénéficier de ce programme Habiter mieux. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, hein. Voilà, ça rentre dans la volonté du gouvernement là, de rénover 500 000 logements par an. Donc voilà, tout investissement ne se rentabilise pas du jour au lendemain, mais bon, en quelques années, sachant que l'on sait que les énergies vont augmenter fortement, voilà, ça sera rentable de toute façon à terme, ça c'est clair. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques, Monsieur Sentier, et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. C'est la fin de votre magazine sur l'environnement, mais avant de se quitter, place à l'agenda. Du 13 novembre au 28 décembre, découvrez une exposition sur l'eau et les hommes. Expérience à l'appui, venez découvrir ou redécouvrir que la vie sur Terre est apparue dans l'eau. Le 14 novembre, emmenez vos enfants voir Pluie, une balade musicale jouant des sonorités aquatiques. Enfin, le samedi 23 novembre, une randonnée en forêt de Port-Royal vous fera découvrir l'écosystème forestier en observant sa faune et sa flore. Nous, on se retrouve le 22 novembre pour un nouveau numéro d'Équilibre. D'ici là, n'oubliez pas, la Terre est notre mère, respectons-la. Salut!